Dans ces dernières vidéos, je pense qu'il y en aura 3, je présenterai l'évolution du rapport de force depuis 1949. Et tout d'abord, quelle est la situation en 1949? Le mouvement sioniste a remporté un incontestable succès. Il a réussi à proclamer l'État juif d'Israël le 14 mai 1948. Il l'a imposé à ses voisins arabes par la guerre de 1948-49. Il l'a fait reconnaître par la communauté internationale. Mais le conflit n'est pas terminé pour autant, parce qu'il y a 2 questions non réglées. Première question, les États arabes ne reconnaissent pas l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas son existence comme légitime, et donc ils se donnent éventuellement le droit de le détruire. Deuxième question, plusieurs centaines de milliers d'habitants arabes de la Palestine, autour de 700 000, ont quitté leur foyer lors de la guerre. Ils sont devenus des réfugiés et ils comptent bien retrouver un foyer, si possible leur foyer d'origine. Pour tenter de sortir de cette situation, il y a 2 voies possibles. Soit la confrontation armée, la guerre, soit la négociation dans le but de trouver un compromis acceptable par les différentes parties. On sait que depuis 1949, ces 2 voies ont été largement explorées. La confrontation armée, que ce soit la guerre conventionnelle entre armées régulières, ou la guerre non conventionnelle, la lutte d'Israël contre les groupes palestiniens qualifiés de terroristes, la lutte contre des insurrections populaires, les intifadas. La négociation, elle a toujours été menée, parfois publiquement, le plus souvent discrètement ou secrètement, et elle a abouti à des accords qui ont soulevé des espoirs de paix. L'accord de Camp David en septembre 1978, débouchant sur un traité de paix entre l'État d'Israël et l'Égypte. L'accord d'Oslo de 1993, par lequel l'État d'Israël et l'OLP entament un processus de paix. Les accords d'Abraham de 2020, traité de paix entre Israël et 4 États arabes, Bahreïn, Émirats, Soudan, Maroc. Donc on a essayé beaucoup de choses. Et pourtant aujourd'hui, 2024, 75 ans, après 1949, une issue véritable au conflit n'a toujours pas été trouvée. Pour comprendre comment on est arrivé à une telle impasse, il faut soulever une autre question. La solution au conflit, elle doit être trouvée, que ce soit par la confrontation ou par la négociation, elle doit être trouvée entre qui et qui? Entre l'État d'Israël et les États arabes, ou entre l'État d'Israël et les Palestiniens. Là aussi, on a essayé les 2, parfois alternativement, parfois en même temps. Et c'est ce choix qui nous donnera un fil conducteur. Dans un premier temps, de 1949 aux années 1970, la confrontation est essentiellement entre l'État d'Israël et les États arabes, les Palestiniens étant réduits à un rôle secondaire. À cette époque, on parle en général du conflit israélo-arabe. Cette période est marquée par quelques grandes guerres classiques. Elle culmine avec un accord spectaculaire entre l'État d'Israël et l'Égypte, l'accord de Camp David.
Mais une deuxième étape chevauche la première. Chevauche puisqu'elle se dessine dès la fin des années 1960. C'est l'affirmation autonome des Palestiniens qui ne croient plus à une victoire militaire des États arabes et qui redoutent même d'être abandonnés par les États arabes. Cette période est marquée par le rôle croissant de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, et de son nouveau leader, Yasser Arafat. Elle voit le développement de la guerre asymétrique, ce qu'Israël appelle le terrorisme. Elle n'exclut pas la négociation, puisque cette période culmine avec les accords d'Oslo en 1993, par lesquels l'État d'Israël et l'OLP s'engagent ensemble dans un processus de paix. On sait que le processus de paix a échoué. Il est en grande difficulté dès 1995 et il peut être considéré comme mort en 2001. Ce qui ouvre la porte à une troisième étape, au cours de laquelle Israël tente de contourner les Palestiniens en cherchant un accord direct avec les États arabes. Recherche qui semble aboutir en 2020 avec les accords d'Abraham. Alors je rappelle des traités de paix avec Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Soudan et le Maroc. Mais en octobre 2023, l'offensive du Hamas et la riposte d'Israël remettent la question palestinienne au centre. On aura bien noté qu'en octobre 2023, l'offensive palestinienne, offensive terroriste et criminelle tant qu'on voudra, mais offensive quand même, cette offensive est menée non pas par l'OLP, mais par le mouvement islamiste Hamas. On peut donc suivre l'évolution du conflit avec ces trois étapes autour de la question conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien. On n'oubliera pas que la région n'est pas isolée et qu'elle a un exceptionnel pouvoir de résonance. Que ce soit dans la confrontation ou dans la négociation, le monde extérieur est toujours présent. On l'a vu dans la négociation, sur les photos des accords de Camp David, d'Oslo, d'Abraham. Le président des États-Unis est toujours présent entre la partie israélienne et la partie arabe. Dans les guerres, les armes viennent pour une très large part de l'extérieur. Dans la guerre de 1967, les Mirage 3 français permettent à Israël de surclasser les MiG soviétiques de l'Égypte. Dans la guerre de 1973, on a un gigantesque affrontement entre matériel soviétique et matériel américain. Du côté d'Israël, avions Fantôme et chars Patton. Du côté de l'Égypte, MiG et chars T-54. Mais surtout, d'énormes quantités de munitions arrivent tous les jours aux deux belligérants par deux ponts aériens. Un pont aérien soviétique vers la Syrie et l'Égypte, un pont aérien américain vers Israël. Les grandes puissances ont donc un œil attentif sur la région. Mais elles se sont trouvées dans des configurations géopolitiques qui évoluent. En simplifiant à l'extrême, on peut rappeler l'évolution suivante. De 1945 à 1990, c'est le temps du monde bipolaire. La rivalité entre les États-Unis et l'URSS est le facteur, non pas unique, mais le plus déterminant des relations internationales. De 1990 au début des années 2000, c'est l'illusion, la brève illusion, d'un monde unipolaire, rassemblé autour des valeurs de l'Occident et acceptant l'arbitrage de l'Amérique et de l'ONU.
Progressivement, depuis le début des années 2000, s'impose la réalité d'un monde multipolaire. Plusieurs puissances refusant l'hégémonie politique, économique, culturelle de l'Occident. L'une des forces refusant l'hégémonie occidentale joue un rôle particulier pour le Moyen-Orient. C'est l'islamisme politique, un courant représenté par des États, mais aussi par des mouvements radicaux plus ou moins présents dans l'ensemble du monde musulman. Il faudra se demander à chaque étape quelles sont pour le Moyen-Orient les conséquences de ces changements du cadre géopolitique mondial. Dans cette vidéo, je parlerai de la première étape, de 1949 aux années 1970, la période durant laquelle le conflit apparaît d'abord comme israélo-arabe. Si de 1949 aux années 1970, le conflit apparaît essentiellement comme israélo-arabe, donc opposant l'État d'Israël aux États arabes, c'est parce que les Palestiniens sont marginalisés. Ils ont lutté contre le projet sioniste à l'époque du mandat britannique, mais ils ont été vaincus. Leur société s'est écroulée dans la Nakba, la catastrophe de l'exode de 1948-49. Alors, une société palestinienne va se reconstituer dans les camps de réfugiés, mais dans un premier temps, elle s'est écroulée. Dans les camps, les Palestiniens n'ont pas de représentation politique autonome, ils sont sous l'autorité de l'État qui les accueille. Un de leurs principaux leaders, le grand moufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, est discrédité par son alliance avec l'Allemagne pendant la guerre. Il tente en 1949 de constituer à Gaza un gouvernement palestinien autonome, mais ce gouvernement ne parvient jamais à s'imposer. La principale raison est que l'Égypte, qui vient de prendre le contrôle de Gaza, et la Jordanie, qui s'est emparée de la Cisjordanie et s'apprête à l'annexer, ne veulent pas entendre parler d'un gouvernement palestinien. Les réfugiés ne restent pas passifs pour autant. Il y a de nombreuses tentatives de retour au village d'origine, non pas pour se réinstaller, mais pour récupérer quelque chose, récolte, matériel, bétail. Ces incursions de rapine ou de récupération se transforment progressivement en raids armés que l'Égypte encadre pour les contrôler. Et ils entraînent des représailles meurtrières de l'État d'Israël en Cisjordanie et à Gaza. Il apparaît vite que ces raids ne peuvent pas grand-chose contre Israël, mais ils soulignent l'insécurité de l'État hébreu en l'absence de reconnaissance par ses voisins. Les pertes sont plutôt du côté palestinien. Quelques milliers de morts de 1949 à 1956, de 2000 à 5000 morts, contre quelques centaines du côté israélien. Cette photo illustre un de ces incidents meurtriers, survenus en 1956. Des Palestiniens se sont infiltrés depuis la bande de Gaza jusqu'au village israélien de Nir Galim, au nord d'Ashdod. Le village a été construit en 1949 à la place du village d'Arab Soukrir, dépeuplé et détruit au moment de la Nakba. On n'a pas d'informations précises sur l'incident, mais ce que l'on voit sur la photo, c'est 5 de ces Palestiniens abattus par les gardes-frontières israéliens. Pour l'essentiel, les Palestiniens attendent leur salut d'une victoire militaire des États arabes. Israël, de son côté, considère que son principal ennemi, ce sont les États arabes, plus que les Palestiniens. Les États se retrouvent donc face à face, oubliant un peu les Palestiniens. Quels sont les projets des États ? Pour Israël, il y a 2 objectifs. Premier objectif, consolider ce qui est acquis en poursuivant la politique du fait accompli qui a été pratiquée avec succès depuis 1917.
c'est-à-dire qu'à chaque étape, on prend ce que les circonstances permettent de prendre, on le consolide en attendant l'étape suivante, et en évitant de préciser l'objectif final pour ne pas se lier les mains. Concrètement, en 1917, le mouvement sioniste a accueilli favorablement la déclaration Balfour, bien qu'elle n'ait pas promis grand-chose. Un foyer national pour le peuple juif, ça n'est pas un État juif vidé de sa population arabe. Mais c'est une première base pour développer l'immigration juive en Palestine. En 1947, l'exécutif sioniste a approuvé le plan de partage voté par l'ONU. Il s'en est revendiqué pour proclamer l'État d'Israël, mais il s'est bien gardé d'approuver les frontières proposées par ce plan. Les limites, elles ont été fixées par la guerre de 1948-49 et elles ont donné à Israël non pas les 55% prévus par l'ONU, mais 78% de la Palestine mandataire. Après 1949, il s'agit de consolider cette limite sans la considérer comme une frontière définitive, ce que d'ailleurs elle n'est pas, c'est une ligne d'armistice. Ces limites seront franchies en 1967 et un demi-siècle plus tard, aujourd'hui, Israël a rendu certains territoires, en a gardé d'autres, mais n'a toujours pas dit quelles devraient être ses frontières définitives. Deuxième objectif, garantir ce qui est acquis, ça doit se faire en démontrant la supériorité militaire d'Israël sur les États voisins, puisque ce sont eux les véritables adversaires. Il n'y a pas de plan prédéterminé, mais en 1956 s'offre à Israël l'occasion de frapper le voisin arabe le plus puissant, l'Égypte. J'y reviendrai plus loin. Pour la partie arabe, il n'y a pas un, mais des États, ce qui complique les choses. Le rôle le plus important est joué par ceux qui ont une frontière directe avec Israël, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, le Liban, mais il faut tenir compte aussi de l'Irak et de l'Arabie saoudite. Ce sont tous de jeunes États nés de la dislocation de l'Empire ottoman. Le grand royaume arabe, plus ou moins promis par les Anglais en 1915-1916, n'a jamais existé. On peut d'ailleurs faire observer que s'il avait existé, il aurait eu une vie bien compliquée, étant donné la complexité et la diversité de la région. Mais il n'a pas existé. À la place ont été créées 5 jeunes entités, sans ancrage historique solide, et devant affronter les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes, on pourrait dire les mêmes défis. Premier défi, asseoir leur pouvoir sur des populations composées de communautés très diverses. De ce point de vue, la Palestine de 1918 apparaît plutôt comme une exception. Sa population est très homogène, avec 90% d'Arabes, dont 80% de musulmans sunnites. Deuxième défi, continuer à faire vivre le rêve déçu de l'unité des Arabes, mais chacun prétendant prendre la tête de cette unité. Troisième défi, lutter contre la création d'un État juif vu comme une entité étrangère et hostile. On voit donc que derrière une unanimité de façade contre Israël, il y a en fait de profondes rivalités. Chacun veut pour son propre État, et c'est bien naturel, la meilleure position possible dans la construction d'un nouveau Moyen-Orient qui s'est mis en place en 2 temps. Premier temps, après la Première Guerre mondiale, la dislocation de l'Empire ottoman. Deuxième temps, après la Seconde Guerre mondiale, le retrait
de la France et de l'Angleterre. À partir du moment où il apparaît qu'on ne peut pas détruire Israël, le but de chaque État arabe sera de négocier le meilleur compromis possible pour lui-même. Dans cette politique, le sort des Palestiniens devient une préoccupation secondaire. Même si le sentiment profond des peuples du Moyen-Orient oblige les États arabes à une solidarité de façade avec les Palestiniens. Première confrontation armée, la crise de Suez en 1956. En novembre 1956, Israël accepte la proposition de la France, beaucoup plus que de l'Angleterre, de participer à l'expédition militaire franco-britannique contre l'Égypte au moment où Nasser a nationalisé le canal de Suez. Tsahal attaque l'Égypte en prenant prétexte du premier incident sur la frontière entre Gaza et Israël. Puis les Franco-Britanniques débarquent et occupent la zone du canal en se présentant comme une force d'interposition. Cette guerre montre que pour Israël, l'Égypte de Nasser est alors le danger principal. Les Palestiniens qui pénètrent en Israël depuis la bande de Gaza ne peuvent le faire que parce qu'ils sont organisés et armés par l'Égypte. C'est en frappant l'Égypte que l'on mettra fin à ces incursions. La guerre confirme la supériorité militaire d'Israël. Les forces égyptiennes ont combattu, mais leur résistance n'a pas tenu plus de 2 jours à Gaza et environ une semaine dans le Sinaï. La guerre démontre aussi que la supériorité militaire ne suffit pas lorsqu'on se bat dans une région qui revêt une telle importance pour le monde entier. Le rapport de force mondial va s'imposer à Israël et l'obliger à reculer. Nous sommes en 1956, en pleine guerre froide. La situation mondiale est en gros contrôlée par les États-Unis et l'URSS. Les deux vont intervenir et dans cette affaire, non pas pour s'affronter, mais chacun pour renforcer son autorité sur son propre camp. L'URSS ne manque pas l'occasion, au moment où elle écrase la révolte de Budapest, d'apparaître comme l'amie, la protectrice d'un pays faible, un pays du tiers-monde, l'Égypte, agressé par l'impérialisme. Khrouchtchev menace d'intervenir en faisant même, en termes voilés, une allusion à l'arme atomique. Les États-Unis, de leur côté, n'admettent pas que la France et l'Angleterre se soient lancés dans une telle opération sans solliciter leur feu vert. Ils refusent de les soutenir et les obligent donc à se retirer d'Égypte. Israël est bien obligé de faire de même. Les États-Unis ont démontré que dans le camp occidental, il n'y avait qu'un seul chef, et que ce chef était à Washington. En mars 1957, Israël a achevé son retrait du Sinaï et de Gaza. Ni la France, ni l'Angleterre ne joueront plus le rôle de grande puissance dans le conflit. Mais la France continue à être le principal fournisseur d'armes d'Israël. Malgré les désaccords et les frictions dans le camp occidental, la crise de 1956 a quand même marqué l'apparition de la guerre froide au Moyen-Orient. Israël apparaît pour la première fois comme le bras armé de l'Occident, ce qui n'était pas le cas en 1948-49, et la protectrice de certains États arabes, c'est l'URSS. En juin 1967, la guerre des 6 jours représente, pour ce qui concerne le rapport de force, un tournant essentiel, beaucoup plus important que celui de 1956. De 1957 à 1967, la tension est permanente sur les frontières d'Israël. En juin 1967, les menaces tout à fait imprudentes des États arabes donnent à Israël le prétexte d'une guerre présentée comme préventive.
En 6 jours, Tsahal remporte une victoire totale sur les armées de l'Égypte, de la Jordanie et de la Syrie. La base de la victoire, c'est la destruction par surprise dès les premières heures de la quasi-totalité des aviations arabes, grâce en particulier au Mirage 3 fourni par la France. Dans l'histoire militaire, il y a peu de victoires aussi soudaines et totales. Si on veut faire une comparaison, il faut évoquer Austerlitz ou le Blitzkrieg de mai-juin 1940. Alors je le souligne pour qu'on comprenne qu'une telle victoire entraîne Israël dans une dangereuse euphorie. En réalité, la victoire crée beaucoup de problèmes. Elle fait naître la question des territoires occupés. Le Sinaï, Gaza, la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, le plateau du Golan. L'État hébreu se retrouve ici en situation d'occupant militaire sur une population de plusieurs millions d'Arabes. Mais Israël garde le flou sur ses intentions par rapport à ces territoires. La guerre provoque les premières failles dans le soutien occidental à Israël. De Gaulle prend ses distances dans une célèbre conférence de presse en novembre 1967. La France cesse de vendre des armes à Israël. Les États-Unis prennent le relais pour les livraisons d'armes et Israël apparaît encore plus nettement comme le bras armé de l'Occident, l'Égypte et la Syrie continuant d'être armées par l'URSS. Mais les États-Unis veillent à garder la main sur leur politique générale de détente avec l'URSS. Politique qui consiste à éviter le dérapage des conflits locaux vers un conflit général. En novembre 1967, les États-Unis votent avec l'URSS la résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU. Un tel texte suppose des concessions de part et d'autre. La résolution demande la reconnaissance de tous les États de la région. C'est la concession que l'URSS conseille à ses alliés arabes. La résolution demande aussi l'évacuation des territoires occupés et un juste règlement du problème des réfugiés. C'est la concession que les États-Unis conseillent à Israël. De leur côté, les États arabes semblent se figer sur la position qu'ils prennent au sommet arabe de Khartoum en septembre 1967. Pas de paix avec Israël, pas de reconnaissance de l'État d'Israël, pas de négociation avec Israël. C'est ce qu'on appelle le triple non de Khartoum, auquel il faut ajouter la réaffirmation des droits du peuple palestinien sur son propre pays. Mais l'essentiel n'est pas la défense des Palestiniens. L'essentiel est dans l'objectif immédiat et concret fixé par la résolution de Khartoum. Je cite, « Les chefs d'État arabes ont convenu d'unir leurs efforts politiques au niveau international et diplomatique pour éliminer les effets de l'agression et assurer le retrait des forces israéliennes des territoires arabes occupés depuis l'agression du 5 juin. » Ce qui veut dire concrètement que chaque État veut récupérer ce qu'il a perdu dans la guerre des 6 jours et que pour les Palestiniens, on verra plus tard. Le 6 octobre 1973, la guerre du Kippour commence par une attaque surprise de l'armée égyptienne sur le canal de Suez, de l'armée syrienne sur le plateau du Golan. La Jordanie ne bouge pas, elle se contentera d'envoyer quelques renforts à la Syrie. La guerre a été précédée par plusieurs années de reconstitution patiente d'une force militaire crédible par l'Égypte et par la Syrie, avec du matériel et des conseillers soviétiques. Cependant, l'Égypte, qui n'est plus dirigée par Nasser, mort en 1970, mais par Sadat,
ne souhaite pas une trop grande dépendance à l'égard de l'URSS. En 1972, elle a renvoyé les conseillers soviétiques, tout en gardant les armes. Par contre, la Syrie reste une alliée beaucoup plus fidèle, ce qui nous aide à comprendre qu'en 2015, la Russie fasse son grand retour au Moyen-Orient en volant au secours du régime de Bachar el-Assad dans la guerre civile syrienne. C'est son père, Hafez el-Assad, qui dirigeait la Syrie de 1971 à 2000. En octobre 1973, pendant 3 semaines, se déroule un gigantesque affrontement classique opposant des milliers de chars et des centaines d'avions, consommant des milliers de tonnes de munitions, qui évidemment ne se trouvent pas sur place, mais sont fournis par un double pont aérien, un pont aérien soviétique vers l'Égypte et la Syrie, un pont aérien américain vers Israël. C'est donc bien un épisode de la guerre froide, mais on est en période de détente. Et tout en se défiant, les deux superpuissances gardent le contrôle. Lorsque l'armée israélienne, après avoir été en difficulté, retourne la situation et menace l'armée égyptienne d'une défaite majeure, l'URSS déclare qu'elle ne l'acceptera pas et prépare ouvertement une intervention militaire. Les États-Unis, à leur tour, se mettent en alerte maximum, y compris nucléaire. Mais ils préparent une désescalade de concert avec l'URSS. Les États-Unis et l'URSS imposent un cessez-le-feu à Israël qui ne le souhaitait pas, puisqu'il y avait une grande victoire à portée de la main. Les deux superpuissances imposent un cessez-le-feu par le vote d'une résolution du Conseil de sécurité. Alors c'est la résolution 338 qui impose le cessez-le-feu et réaffirme en gros les termes de la résolution 242. Mais, plus contraignant encore, les États-Unis et l'URSS imposent le cessez-le-feu en arrêtant leur livraison d'armes. J'ouvre une parenthèse sur la situation actuelle 2024. On entend parfois dire que les États-Unis n'ont jamais fait pression sur Israël en utilisant les livraisons d'armes. C'est faux. Les États-Unis savent parfaitement comment faire pression sur Israël, justement par les livraisons d'armes, et ils l'ont fait en 1973 parce qu'ils ont estimé que leurs intérêts vitaux étaient en jeu. La question, c'est donc de savoir quand la politique israélienne ne correspond plus aux intérêts vitaux des États-Unis. En tout cas, en 1973, cette pression américaine a été reconnue par la première ministre elle-même de l'État d'Israël à l'époque, Madame Golda Meir, devant la Knesset, le Parlement israélien, et des députés qui refusaient le projet de cessez-le-feu, puisque la victoire était à portée de la main. Madame Golda Meir a déclaré « La Knesset doit savoir que les obus que tire notre artillerie n'étaient pas hier en Israël ». Du côté des États arabes, les suites de la guerre vont mettre en évidence leurs véritables objectifs, prendre des gages pour récupérer les territoires perdus en 1967. La libération de la Palestine n'est pas, pour l'instant, à l'ordre du jour. On remarquera aussi que l'Égypte a pris un gage, mais pas la Syrie. C'est donc l'Égypte qui aura quelque chose à négocier au lendemain de la guerre. Enfin, la guerre du Kippour a un lien avec un événement dont l'importance déborde très largement le Moyen-Orient, le choc pétrolier. Le 16 octobre 1973, soit 10 jours après le début de la guerre, les pays arabes producteurs de pétrole décident un embargo sanctionnant les pays occidentaux pour leur soutien à Israël. En réalité, le lien ainsi établi entre la cause arabe et le prix du pétrole est assez artificiel.
L'embargo est levé quelques mois plus tard, lorsque le prix du pétrole a quadruplé et lorsque les pays producteurs ont pris le contrôle du marché. La crise pétrolière a des causes profondes, mondiales, et aurait de toute façon éclaté. Mais tout de même, on sait à présent que les crises du Moyen-Orient peuvent gravement déstabiliser l'économie mondiale. Les accords de Camp David en septembre 1978 sont l'exemple parfait d'une tentative de régler le problème en contournant les Palestiniens. Au lendemain de la guerre du Kippour, le président Sadat a rétabli la crédibilité militaire et diplomatique de l'Égypte. Il a saisi un gage sur le terrain, la rive orientale du canal de Suez. Il sait aussi que la victoire militaire sur Israël est hors de portée. Dès 1974, l'Égypte négocie avec Israël sur un seul objectif, la récupération du Sinaï. En 1975, un premier accord de désengagement israélien permet la réouverture du canal de Suez, fermé depuis juin 1967. En novembre 1977, Sadat fait un spectaculaire voyage à Jérusalem et parle devant la Knesset, le Parlement israélien, discours dans lequel il fait une proposition de paix de compromis. En septembre 1978, l'accord de Camp David est conclu aux États-Unis sous le seul arbitrage des États-Unis. On a déjà vu Sadat prendre ses distances avec l'URSS en renvoyant les conseillers soviétiques en 1972. Avec l'accord de Camp David, chacun, c'est-à-dire l'Égypte et Israël, donne ce qui intéresse l'autre. L'Égypte donne la reconnaissance de l'État d'Israël. C'est important puisqu'elle est le premier État arabe à le faire et on peut espérer que d'autres suivront. Dans l'immédiat, l'État hébreu voit la paix assurée sur sa frontière sud-ouest. Israël, de son côté, s'engage à restituer la totalité du Sinaï occupé. L'évacuation est progressive et entièrement terminée en avril 1982, non sans provoquer des frictions entre Tsahal et des colons israéliens qui ne veulent pas partir. Il est difficile pour l'Égypte d'ignorer ouvertement la question palestinienne. C'est pourquoi l'accord de Camp David comprend un deuxième volet proposant d'aller vers une paix globale par une négociation entre toutes les parties concernées, les États et les Palestiniens, qui pourront élire leurs représentants. En gros, il est proposé une autonomie pour la population de Cisjordanie et de Gaza, mais à aucun moment il n'est envisagé la création d'un État palestinien. L'OLP et les autres États arabes refusent cette négociation, qui n'aura donc jamais lieu. À l'époque, l'accord de Camp David et le traité israélo-égyptien qui suit en 1979 sont salués comme un premier pas vers la paix. Certes insuffisant, mais premier pas vers la paix tout de même. C'était oublier plusieurs graves lacunes. D'abord, les États-Unis étaient le seul parrain de cette paix et l'URSS était écartée, ce qui était fâcheux à l'époque du monde bipolaire. La paix ne reposait pas sur un consensus international. L'Égypte était satisfaite, mais l'autre État arabe directement concerné par la guerre du Kippour, la Syrie, n'avait rien obtenu, parce qu'elle n'avait pas pu saisir de gages sur le terrain, et surtout parce que ce qui intéresse la Syrie, récupérer le plateau du Golan, perdu en 1967, Israël n'est pas du tout prêt à le céder. C'est à la fois une position stratégique, un plateau qui domine le nord d'Israël, le sud du Liban et la plaine de Damas. Et c'est aussi un château d'eau essentiel pour la maîtrise de l'eau dans la région. Pour bien mettre les points sur les i, Israël a annexé le Golan en décembre 1981.
Alors, annexion condamnée par la résolution 497 du Conseil de sécurité, votée à l'unanimité, mais qui, comme bien d'autres résolutions de l'ONU, n'a jamais été appliquée. Les Palestiniens, de leur côté, n'obtenaient rien, à part une vague proposition d'autonomie, d'ailleurs très vite enterrée. Or, le sort des Palestiniens, c'est tout de même le cœur du problème. Et en 1978, ils étaient engagés depuis une dizaine d'années déjà dans un combat beaucoup plus radical et surtout qu'ils menaient eux-mêmes. C'est cette montée de l'autonomie des Palestiniens que nous présenterons dans la vidéo suivante.